Chez nous, vous avez toutes les précisions économiques en République démocratique du Congo. Chez nous, vous avez donc les précisions chiffrées, puisqu'il s'agit des Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, c'est déjà parti avec toutes les rubriques au rendez-vous, mais spécialement pour cette édition du jour, nous allons revenir sur cette question qui ne cesse de faire couler assez d'encre et de salive. On parle de l'état des sièges, mais nous allons réfléchir pour y apporter la dimension économique et quel serait l'impact négatif de cet état des sièges une fois décrété en République démocratique du Congo. La rubrique Le Dossier en parlera, mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. Débutons nos nouvelles en bref avec cette information qui nous parle du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a versé un montant global estimé à 3,195 milliards de francs congolais, soit plus de 1,5 million de dollars américains dans le secteur de la classe moyenne, des petites et moyennes entreprises, artisanat pour les 3 premiers mois de l'année en cours. Nous poursuivons cette fois-ci avec cette information qui nous parle de la cité de Manono en province du Tanganyika qui connaît une hausse de prix de carburant depuis le week-end dernier. Un litre d'essence qui s'est négocié à 2000 francs congolais est passé à 7000 francs congolais, soit un taux d'augmentation de 250%. Selon le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC de la cité de Manono, M. Mwamba Kongolo, cette flambée de prix est due au non-ravitaillement régulier en carburant à cause de l'état de la route en terre battue Manono-Lubumbashi pendant cette période pluvieuse. Autre chose, il s'agit cette fois-ci du coordonnateur de l'Agence de prévention et de la lutte contre la corruption, Maître Ghislain Kingala, qui recommande les affectations des représentants en charge de la prévention contre la corruption au sein des institutions publiques. Intervenant sur les antennes de la radio Okapi, il inscrit ce choix stratégique dans le cas de mécanismes implémentés se rapportant au volet prévention pour décourager les détournements des deniers publics. Et pour finir, une vingtaine d'institutions de formation forestière et environnementale de l'Afrique centrale, regroupées au sein du réseau des institutions de formation forestière et environnementale de l'Afrique centrale, a élaboré une cartographie de métiers de la fibre, bois et forêts. Nous y reviendrons avec plus de détails. Les chiffres clés, on en parle avec Judith Onamaka qui nous donnera également des précisions sur le taux d'échange en République démocratique du Congo. Tout de suite. Quel est le taux d'inflation de la dernière semaine du mois d'avril 2021? Vous aurez des précisions à travers la rubrique chiffres clés avec Judith Onamaka. Bienvenue. Merci Guy. Alors nous commençons déjà avec le taux de tout le jour, le taux officiel de la Banque centrale du Congo. On y va. On commence par le taux de la Banque centrale, comme vous venez de le dire, où 1 dollar vaut 1986 francs congolais, un franc CFA revient à 3,64 centimes et 1 euro s'altère à 2391 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous sommes basés particulièrement à Njili, où 1 dollar se négocie à 1950 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,65 centimes, pendant que 1 euro vaut 2396 francs congolais. Alors parlons un tout petit peu de cette inflation de la dernière semaine du mois d'avril 2021. Le taux d'inflation demeure encore marginal jusque-là et les variations hebdomadaires entre la dernière semaine du mois d'avril et la quatrième semaine du même mois, le taux d'inflation a légèrement baissé de 0,005%. Alors parlons de ces cumuls d'inflation, qu'est-ce que l'on doit retenir? Le cumul de l'inflation a atteint 1,500% au niveau national et 1,541% à Kinshasa. Il y a lieu d'indiquer qu'à cette allure, les experts de la Banque centrale du Congo estiment que l'inflation se situerait à moins de 5% à fin décembre 2021, contre l'objectif fixé justement
augmente de 8,8%. Très bien. Alors, qu'est-ce qui a justement contribué à cette inflation? On doit le savoir aussi. L'analyse fonctionnelle de l'inflation indique une légère prédominance des prix, tels que les légumes, les boissons, les pièces de rechange pour véhicules, les articles de papeterie, des combustibles, des services de restauration, ainsi que des articles de soins corporels. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions. Merci Guy. Après, nous allons prendre la prochaine rubrique, c'est ce petit périple qui nous amène à découvrir et prélever les différentes températures, les différents prix sur le marché. Zoom Wednesday, c'est tout de suite. Suivez. Bienvenue à tous. Zoom Wednesday d'aujourd'hui vous emmène dans l'univers du mariage, dans l'amour et dans l'union, mieux organiser son mariage pour éviter les stress de dernière minute. C'est pourquoi Zoom Wednesday a pensé à vous faire un bref aperçu sur ce dont vous aurez besoin afin de mieux organiser votre mariage. Sans plus tarder, faisons notre marché ensemble. Une couronne moderne pour la mariée coûte 10 $. Une couronne traditionnelle pour un mariage coutumier se vend à 20 000 francs. Un chapeau pour femme pour un mariage civil se vend à 10 000 francs, 15 000 francs, 30 et 35 $. Les éventails traditionnels coûtent 15 $. Vous aurez aussi besoin d'un bouquet de fleurs pour la mariée qui coûte 15 $ et 35 $. Un panier de fleurs vient à 10 $. Une canne traditionnelle pour le marié coûte 30 $. Un collier fabriqué en mayaka coûte 20 $. Vous aurez aussi besoin d'un coffret pour mieux protéger vos anneaux. Le prix varie entre 5 000 francs et 20 000 francs, mais cela dépend de la qualité. Pour celles qui préfèrent le gant pour la mariée, vous le trouverez à 10 500 francs, 12 000 francs et voire même 12 500 francs. L'ensemble d'un bouton manchette et nez coûte 5 000 francs. Une robe pour un mariage civil, le prix commence à partir de 70 $ jusqu'à 200 $. Une robe à louer, le prix varie entre 200 $ et 600 $. Une couronne de fleurs coûte 5 000 francs. Terminons avec un bracelet de fleurs à 4 000 francs et 5 000 francs. Merci de nous suivre sur Zoom Wednesday et retrouvons-nous prochainement. Notre dossier du jour, je l'ai dit au départ, reviendra sur l'état des sièges, mais nous allons parler de son impact économique négatif. C'est avec Judith Siongo, tout de suite. Le dossier du jour, c'est avec vous, Judith Piombo, qui vient justement de signer son retour. Bienvenue. Merci beaucoup. Après un bon bout de temps, nous vous retrouvons enfin. Un plaisir de partager avec vous ce plateau. Commençons déjà par cette forte polémique, mais également cette confusion qui s'observe dans les chefs de la population sur l'état des sièges. La petite compréhension, vous nous ramenez avec plus de précision, notamment ce que dit la loi. Qu'est-ce que l'on doit retenir ? Conformément à l'article 85 de la Constitution, le chef de l'État proclame ou décrète l'état de siège lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégralité du territoire national. Okay. Mais c'est là après s'être concerté avec le Premier ministre et aussi avec les deux présidents des deux chambres. Ok, alors en ce qui nous concerne, on aimerait d'abord savoir la différence qui existe justement entre un état de siège et un état d'urgence. La différence entre les deux est que l'état d'urgence confère aux autorités civiles des pouvoirs exceptionnels, tandis que l'état de siège est supérieur, c'est un niveau supérieur à l'état d'urgence, et donc il y a un transfert de compétences. C'est-à-dire que les pouvoirs de la police, qui est normalement géré par les autorités civiles, sont transférés aux militaires. Et donc il faut continuer de parler de l'état de siège, il comprend plusieurs dispositions, à savoir l'armée remplace la police pour la sécurité publique, certaines libertés de l'état de droit telles que les manifestations, l'état de circulation sont fortement restreintes. Les médias sont contrôlés, un couvre-feu entre en vigueur sur le territoire concerné par l'état de siège. Et même les médias sont contrôlés. Très contrôlés. Lorsqu'on parle de l'état de siège. Exact. Ok. Et la mobilisation nationale peut être décidée. Les tribunaux civils sont remplacés par les tribunaux militaires. Et pour finir, il y a une forte surveillance dans les chefs de la population. Alors, est-ce qu'il y a de quoi craindre l'état de siège une fois
nous sommes justement, une fois cet état de siège serait décrété? Et oui, il y a quand même certaines craintes, d'après certains observateurs. La crainte est de pouvoir voir un dérapage de la part des militaires. Et donc, vu qu'ils sont en plein droit, en plein pouvoir, ils pourront peut-être mal gérer la situation et qu'il serait mieux de les encadrer dans la gestion des opérations contre ces hommes armés pour que la population ne se sente pas tout le temps en danger, vu qu'elle sait déjà que ces faits et gestes sont contrôlés. Et alors, les avantages, il doit y en avoir quand même, puisqu'on en parle. Exact, il y a aussi un côté positif, c'est qu'il y aura un champ libre pour les hommes en uniforme qui pourront mieux lutter contre ces hommes armés qui vivent discrètement avec la population. Merci beaucoup pour ces précisions. J'ose croire qu'il y a beaucoup plus de peur que de mal, puisque les gens en parlent comme si c'était la fin du monde. Certains disent que ça risque de virer vers une violation de la liberté de tout un chacun. En vous entendre parler, ça ne renvoie pas du tout à une violation du droit de l'homme, justement. Le mot arrive enfin. Il n'y aura pas de violation du droit de l'homme. Il y aura juste certaines restrictions pour assurer la sécurité, la bonne opération de traque de ces mouvements rebelles qui inquiètent un peu dans l'est de la RDC. Tout à fait. Merci à vous. Merci. Nous allons poursuivre après Judith Piombo et son dossier. Nous allons prendre notre tout premier invité qui nous donne d'ailleurs de précisions, bien sûr, sur cette question, l'état des sièges. Oui, sa façon de voir les choses. C'est tout de suite l'invité. État des sièges, on en parle avec notre invité. Il est déjà avec nous. Eugène Kondolo, bienvenue. Merci, bonjour Guy. Alors aujourd'hui, ça revient sur toutes les lèvres. État des sièges, beaucoup en parlent. Nous avons voulu faire un focus en abordant des orientations économiques. Pouvons-nous dire que c'est un état à craindre au regard de la situation du pays? Bon, c'est un réflexe normal pour chaque être humain, la peur de l'inconnu. Ça paraît un peu une nouveauté pour plus d'une personne. Et c'est tout à fait normal que, bon, les gens se posent des questions, mais maintenant pris sous l'angle social ou l'angle politique, ça revient au même que sous l'angle économique. Donc, c'est une sorte de point d'interrogation. Les gens se demandent, ça sera comment ça va se passer, quelles en seront les conséquences. Et comme c'est une situation dans laquelle on se retrouve, on ne peut pas prédire avec exactitude sur les conséquences directes parce que cet état de siège a été pris pour atteindre un objectif d'abord, éradiquer l'insécurité dans l'Est. Et qui dit éradiquer l'insécurité, tout naturellement, il y aura une conséquence de la fluidité dans la gestion de l'espace et par conséquent, ça va créer l'état de siège fait appel économique. L'état de siège, quoi de plus normal, fait appel à plusieurs restrictions, puisqu'il faut, vous l'avez dit, éradiquer l'insécurité. Mais est-ce que l'on peut s'attendre à un impact économique négatif, justement? Mais ça fait plus de 20 ans qu'il y a un impact négatif sur cette partie de notre pays. Parce que cette partie est très productive et la productivité ne sert pas au pays et même pas aux fils de ce coin-là en termes de population. Ça sert à des individus qui en fait profitent de la situation du chaos pendant un long moment. Et ça ne va pas empirer cet état? Non, ça ne peut pas s'empirer parce que dès lors que l'on atteint l'objectif de sécurisation, de stabilisation, de pacification de cette partie-là, par conséquent, les flux économiques vont être contrôlables et par conséquent, ça va profiter à l'État congolais et dans la redistribution tout à fait normale, ça va bénéficier à la population congolaise de l'Est en particulier. On peut s'attendre à une sorte de restriction également de la liberté qui pourrait renvoyer à une sorte de violation des droits de l'homme? Bon, dans la mesure du possible, tout est géré. Dans l'état des sièges, il est clairement établi que toutes sortes de libertés liées à l'article 61 ne seront pas en fait astreintes. Donc, notamment la liberté à la vie, un certain nombre de choses. Mais l'état de siège, c'est un état particulier. Parce que sinon, on ne trouverait pas un épithète à lui accorder état de siège comme état d'urgence et autres. Ça veut dire c'est une situation particulière. Alors, à une situation particulière, il y a un comportement particulier. Impacté sur le social, négativement? Non, positivement. Parce que la trajectoire
peut passer par le négatif pour ressortir le positif. Parce qu'en fait, il faut dire que c'est une situation exceptionnelle, il faudrait des mesures exceptionnelles. Et dans les mesures exceptionnelles, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Donc les gens ne doivent pas avoir peur parce que la finalité, c'est pour stabiliser le social, les politiques et l'environnement économique dans cette partie. Parce que jusque-là, c'est des pillages organisés, c'est des ressources non contrôlées, c'est des trafics illicites et ça ne profite pas à l'État. Et par conséquent, quand on va éradiquer cela, on va étouffer tout ce qu'il y a comme velléité dans cette sous-région. Ça va permettre à ce que l'économie soit fluide et par conséquent, qu'il y ait l'économie formelle. Parce que tous ceux qui s'enrichissent là-bas s'enrichissent dans l'économie informelle. Quel risque à craindre, Eugène Kondolo? Ce que vous n'arrivez pas à dire ici. Le risque à craindre sur quel angle? Justement, on parle de cet état des sièges, on parle de son impact négatif. Vous l'avez dit peut-être de manière négligeable, très négligeable, ça pourra avoir un impact négatif, mais non, mais j'ai dit que pour rapporter des solutions. L'impact, c'est que l'œuf sera cassé et il y aura l'omelette in fine. Le risque à craindre, c'est de protéger l'œuf parce qu'on a envie de voir l'œuf et de le garder dans son état initial. Mais comme l'objectif, c'est d'avoir l'omelette, donc l'œuf sera cassé. Aujourd'hui, l'Est de la RDC vit beaucoup plus avec les échanges transfrontaliers, on doit le dire. Mais lorsque l'on décrète cet état de siège, est-ce que ça ne pourrait pas, c'est ça ma question, justifier une crise au sein non, pas du tout, parce que l'état de siège ne se fait pas vaille que vaille. C'est une mesure qui est pensée, qui est réfléchie, qui est mesurée. Il y aura des mesures d'accompagnement et d'encadrement, de manière à ce que certaines activités qui ressortent de, j'allais dire, pas des triviales, qui sont ordinaires, puissent continuer à se passer, mais avec un contrôle beaucoup plus accentué, parce qu'il ne faut pas que ces mêmes activités puissent être des raisons pour ouvrir de brèches et d'accentuer l'insécurité. Et là, c'est l'armée qui prend la relève. Vous savez absolument. L'état de siège, la différence entre l'état de siège et l'état d'urgence, c'est que l'état d'urgence renforce le pouvoir civil des autorités civiles, alors que l'état de siège renforce le pouvoir militaire dans le coin, dans la partie où il est établi. Ça veut dire qu'il y aura un renforcement du pouvoir militaire et ce qui va rendre aléatoire aléatoire le travail du gouverneur ainsi que des assemblées provinciales. La coopération déjà entre l'armée et la population n'est pas trop bonne, on doit se le dire, mais lorsque l'on lance un état de siège, pensez-vous, déjà avec cet aspect de choses, on ne s'attendrait pas au pire? Non, mais comment ça au pire? Parce que l'objectif, c'est effectivement de trouver des solutions idoines qui doivent rétablir cette confiance entre la population et l'armée. Parce que, entre autres, les raisons pour lesquelles on fait l'état des sièges, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'infiltrés dans cette armée-là. Il y a beaucoup de gens qu'on ne contrôle pas qui, effectivement, créent cette crise de confiance vis-à-vis de la population. Voilà pourquoi il faudrait l'état des sièges pour parvenir aussi à identifier qui sont le faux, qui ne devait pas être à l'endroit X et qui est à l'endroit Y. C'est exactement ça. Donc, c'est une mesure, c'est vrai que c'est une mesure vraiment courageuse, une mesure qui peut être en quelque sorte impopulaire, mais qui vaille la peine parce que, en fait, quand la viande devient dure, il faudrait prendre le couteau. Alors, je vais finir avec cette question. Beaucoup pensent que c'est une bonne chose, mais on a quand même de ceux qui disent... Tout à fait normal, on ne peut pas avoir une unanimité face à une décision. C'est une formalité pour le président de la République pour ne pas croiser le bras. Votre réaction? Bon, après, tout le monde est libre de faire des commentaires. Notre pays a beaucoup souffert, surtout dans sa partie Est, à cause de l'insécurité. Et c'est pour la première fois... Avec les pillages des ressources... Justement, c'est pour la première fois qu'un président prenne courageusement une mesure pour se dire... En fait, je ne dis pas qu'on veut essayer. La décision est de trouver une solution durable pour cette partie. On a déjà résolu ces questions dans l'Est. On a eu plusieurs forums, on a eu plusieurs forums. Il y a eu plusieurs fois. Justement, mais il est démontré aujourd'hui, les juristes, pour emprunter leur vocabulaire, leur expression, on a épuisé toutes les voies de procédure. Aujourd'hui, il s'avère être que l'une des solutions efficaces qu'il faille mettre en place, c'est cet état des sièges, de manière à ce qu'on puisse être davantage... Et la dernière, la plus efficace. En fait, l'objectif ultime, c'est qu'on trouve une solution. Non,
mais on a utilisé beaucoup de voix. On a fait des forums, des Amani, des CC-là. On a fait beaucoup de choses, beaucoup de folklore, beaucoup qui, à l'époque, on pouvait même penser que c'était effectivement efficace. Parce que la mesure, on ne pourrait mesurer ou évaluer son efficacité que sur l'aboutissement des objectifs ou pas et dans combien de temps. Et ça, c'est très important. Et ça serait très précoce aujourd'hui de commencer à juger de l'inefficacité ou de l'efficacité de cette mesure. Donc, mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la mesure a été prise et nous allons voir son application et les résultats que ça va donner selon le timing qui sera donné. La question. Et il faut la regarder avec beaucoup plus de patriotisme et de compassion pour nos compatriotes de l'Est qui ont tant souffert. Ça ne fait pas beau quand on voit ces jeunes élèves dans des rues et tout ça, même si on sent qu'il y a un peu de manipulation derrière ça, parce que la population de Béni, par exemple, ce n'est pas seulement les étudiants, mais on voit que des élèves qui partent. On se demande pour quel intérêt ça se passe comme ça, mais on ne va pas entrer dans cette polémique. Ce qui est vrai, les gens ont beaucoup souffert dans cette partie Est. D'autres disent que c'est avec leur propre complicité. Les autres disent qu'il y a des surnoiseries. Les autres disent que les députés de l'Est sont impliqués dans ça. Mais aujourd'hui, il y a une solution pour ne pas accuser les gens. On fait l'état des sièges et après, on va tirer des conséquences. Merci beaucoup à vous, Eugène Kondolo, pour toutes ces précisions. Merci. Alors, après lui, nous allons poursuivre cette tranche avec la prochaine rubrique, c'est la chronique avec Patrick Bomboka tout de suite. Bonjour. Le phénomène de taxi-moto devient une préoccupation majeure dans la gestion de transport en commun en République démocratique du Congo. C'est le cas de le dire en ce qui concerne la capitale Kinshasa, où les taxis-motos suppléent à la difficulté du transport. Environ 340 000 motocyclistes seraient recensés dans la capitale. Face aux difficultés et à l'état de route impraticable, les Kinoises et Kinois se ruent vers le motocycliste pour faire face aux bouchons et éventuellement gagner en temps dans leur course. Il est un secret pour personne. Très souvent, les motocyclistes ne respectent pas les codes de la route. Par conséquent, les accidents sont légion. D'après la Commission nationale de sécurité routière, la CNPR, sous les 108 cas d'accidents enregistrés en 2019, au moins 65 cas étaient liés au taxi-moto. Tout reste un mystère autour de ces phénomènes des taxis-motos dans la capitale congolaise, aussi longtemps qu'aucune législation n'arrive à encadrer ces secteurs. De ce fait, l'ensemble des questions qui se rapportent aussi bien à l'identification des motocyclistes, à l'octroi d'une plaque d'immatriculation, à la sécurité, notamment en ce qui concerne le port obligatoire des casques, y compris des lunettes, ou encore l'éternel problème de permis de conduire, autant de questions qui nécessitent de réponses de la part des autorités compétentes. Combien de cas d'enlèvement, combien de cas de vol à main armée n'ont-ils pas été signalés à la police? Ainsi pour dire que le transport en commun peut aussi être une source d'insécurité pour la capitale. L'inexistence d'une législation spécifique pour ce type d'engin a en effet favorisé un laisser-aller. Depuis quelques jours, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a adopté un projet d'édit visant donc à légiférer les transports en commun par le taxi-moto. En attendant, un débat est né et le débat, c'est autour d'une seule préoccupation. Faut-il une réglementation nationale ou une réglementation à caractère provincial? Les adeptes d'une loi au niveau national estiment que celle-ci serait plus efficace et opposable à tous, tandis que l'édit provincial risquerait de souffrir dans son applicabilité chaque fois que l'exécutif pourrait changer de tête. Il faudrait donc une loi qui mette fin à l'anarchie et qui propose une solution véritable au problème. D'autres, par contre, soutiennent qu'une telle initiative partirait mieux des assemblées provinciales qui prendraient une décision, un édit adapté à la situation de la province. Merci de nous avoir suivis. Quels sont les rendez-vous économiques de ce lundi 3 mai 2021? Adassa Grace ramène plus de précisions dans sa rubrique Agenda. Tout de suite.
Bienvenue à l'agenda. Rappelons la poursuite de Bentus Academy, centrée sur la formation de job coaching. Les activités de cette académie prendront fin le mardi 4 avril 2021 à Kinshasa. Un nouveau rendez-vous pris avec la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, OHADA, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, organise un webinaire sur les enjeux et défis de la sphère francophone en date du 11 mai 2021. Clôturons avec un rendez-vous pris avec Emmanuel Macron le 18 mai 2021 à Paris, à l'occasion du sommet sur le financement des économies africaines mises en mal par la crise sanitaire. Notons que ce sommet connaîtra la participation de 9 chefs d'État africains, dont le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo sera de la partie. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, on en parle encore à travers la rubrique article 15. Aujourd'hui, une nouvelle porte s'ouvre. Vous allez découvrir avec nous, c'est surprenant et étonnant. Article 15, tout de suite. L'activité. Na bandiango bana 2018 oza déjà troisième année na ngango na ok na vandaki na talaki pona biso ba kino to zala so to molika meloko ezo esali moi succès biso to tchaka lisu pe na vandaki na bulaki na monite ba kotoka tsangu kuna ba wana ezo tekama nde na zwaki moi fona nga muke na kendaki na sombaki nde na kitena ngo koto pe sali nga pe moi garçon yango na vivre na bon ezali kaka pona ba chauffeur pona moi emo mukongo kovanda ezo traiter ba biloko wana tout bon eza kaka tactique moi mayele ezo salama parce que so na zui na bimisi moi 100 000 na zui moi 110 000 moi 120 000 na moi 20 000 na nga wana nazo garder moi muke bana pe bazolia oyo pe muke ya kobomba yango lelo nazo vivre na kwa pipene komi mwa pena kilo kasi na ngola nzambe mama kamunde banyo fungwa miboye mwa sava na kobi misa 50 000 na zumwa 65 mwa 15 000 na 15 000 ana mama tembele na yebeke zanga te mwa ya kobomba ezali ya ko vivre pe mwa polo pa mo ozala mwa garçon na misa bati conseil na ngezaka na ba jeune wana o surtout bazo sa ba kuluna botola ba mama biloko ezana ngona litomba te c'est totali lelo opération kuluna bazo kende parce que misusu pona bozangi maeli bozangi boyeba nde bakoba se comme ko se retrouver tina bakanya maku o baya to concentrer maeli kaka moi mukiozo swa nzambe pa ko sungu message nanga ezali kaka chef de l'état tala biso ba jeune misala pena nde ezate batala pena biso ba jeune abaki social akotala kasi banda makambo bandi nanu asimbi mambo wana te misala pena ezate toza na posa tosala oyo eza ba tozo débrouiller ka toza na posa ni ya misala bimi na tongo ke musala mwa sali oza salere wana nde via mutu ka oyo eza ba kopi mo ozo débrouiller atala pena pona biso ba jeune atala. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.